Bonjour Monsieur Chevrier, donc je suis ravie de vous accueillir de nouveau pour un nouvel entretien. Notamment aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre très important dans votre livre et qui, je pense, vous tient à cœur. Ce sont les atrocités qui ont été commises par l'armée américaine à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'en est-il selon vous? Parce que ces bombardements, notamment, ont été atroces et dévastateurs sur la population civile. Oui. Alors, il faut dire que l'industrie cinématographique américaine a complètement colonisé les esprits des Français, et pas seulement des Français, mais on peut dire des Allemands, des Japonais, en fait, un petit peu partout dans le monde. Et ils nous ont présenté des situations qui, en fait, sont très éloignées de la réalité. Très peu de Français, aujourd'hui, savent que, par exemple, en 4 mois, l'armée américaine a tué 50 fois plus de civils français que l'armée allemande en 4 ans d'occupation. On peut dire même presque 5 ans. Vous avez, je cite dans le livre, Henri Amouroux, qui est un historien reconnu, qui a fait un travail énorme sur la Deuxième Guerre mondiale, et qui cite le nombre de civils tués rien qu'en Normandie, en l'espace de 3 mois, c'est-à-dire depuis le 6 juin jusqu'au 1er septembre. Il y a eu plus de 50 000 civils tués en Normandie, rien qu'en Normandie. C'est-à-dire que sur cette période, au niveau de la guerre, on peut dire qu'il y a eu environ 100 000 Français civils tués par l'aviation américaine, environ 300 000 invalides, et on dénombre plus de 300 000 immeubles et maisons détruites. C'est-à-dire qu'il y a des villes entières qui ont été détruites, comme Le Havre, Caen, Lisieux en partie, Trappes dans la région parisienne, Gennevilliers. Il y a eu des quantités de bombardements. Et ce qu'il faut dire, surtout ce qui est important, c'est que ça a été fait délibérément. C'est-à-dire que les bombardements ont été organisés pour tuer, pour détruire notamment des petites parties de défense allemandes qui étaient à la périphérie des villes. Ça aurait pu être fait avec très peu de morts si la décision avait été prise d'envoyer les avions pour bombarder à 300 ou 400 mètres d'altitude. Mais comme on voulait qu'il y ait peu ou aucune perte dans l'aviation américaine, les bombardements ont été effectués à plus de 6000 mètres d'altitude, ce qui fait que, et la plupart du temps la nuit, ce qui fait qu'il y avait des bombes qui rataient régulièrement leurs cibles et qui détruisaient complètement les villes où les Allemands étaient à proximité de la ville. C'était quelque chose qui a duré donc plusieurs semaines, plusieurs mois. Même la ville de Royan, où ils savaient très bien qu'il n'y avait rien, ils ont bombardé et détruit. Donc alors le vrai scandale, il y a 2 choses là-dedans. C'est que d'abord, les journalistes depuis 80 ans n'en parlent pas. Il n'y a pas un Français sur 100 qui est au courant de cette situation. Et l'autre point qui pour moi est scandaleux, c'est que le gouvernement français de l'époque et depuis n'ont jamais demandé de réparation vis-à-vis de l'armée américaine, parce qu'il fallait quand même reconstruire 300 000 immeubles et maisons. Il y a eu des gens qui ont été handicapés. Et vous savez comment on a versé des pensions? Eh bien, les pensions de ces gens qui étaient invalides ont été payé en partie par la loterie nationale. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé en France, et on a tué tout ce scandale. Alors bien sûr, on va nous dire, vous savez, on nous présente les Américains avec les films d'Hollywood, tout ça, on nous en a mis des quantités pendant 80 ans, comme les libérateurs de la France. En réalité, il faut dire qu'en 1939, le 1er septembre 1939, quand les armées d'Hitler envahissent la Pologne, la France et l'Angleterre, le 2 septembre, le lendemain, déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais les Américains, eux, n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas en 1939, ils n'interviennent pas en 1940, ils n'interviennent pas en 1941. Ils nous laissent nous débrouiller avec les Allemands, tout simplement parce que, finalement, depuis des années,
Roosevelt et son gouvernement s'accommodaient très bien du régime nazi qu'il y avait en Allemagne. Parce que pour eux, c'était, si vous voulez, la protection contre l'Union soviétique et surtout contre le communisme qui allait se répandre en France, en Italie, en Espagne et partout. Donc les Américains, eux, s'entendaient très bien avec Hitler et les nazis. Alors il ne faut pas du tout nous raconter l'histoire qu'on nous raconte depuis des années, qu'ils nous ont libérés et ils ont empêché, comme disait Michel Sardou, de vivre en Germanie. Ben non, les Américains, eux, ils étaient très bien d'accord avec ça et ils sont intervenus qu'une fois qu'il y a eu le bombardement de Pearl Harbor, hein, donc de la flotte, si vous voulez, l'aviation japonaise qui a détruit une partie de la flotte américaine, et c'est un peu après qu'ils ont commencé à s'intervenir. Donc là, on a un point, si vous voulez, ce qui est important, ce qui est anormal dans ce pays, et comme dans d'autres d'ailleurs, c'est qu'on a passé sous silence tous ces aspects. Et le pire, ça n'est pas tellement ce qui s'est passé en France, parce que là, on peut dire que ça n'était pas volontaire de massacrer la population civile, alors qu'en ce qui concerne l'Allemagne, alors là, c'est vraiment des bombardements qui dépassent l'entendement. Il faut se rappeler donc les Américains décident de s'impliquer dans le conflit à partir de 1942. Ils font une réunion en janvier 1943 et les services de renseignement allemands qui, à l'époque déjà, ont des systèmes d'écoute, interceptent une communication sur les échanges qu'il y a entre les Anglais et les Américains. Et donc, il est question d'une réunion qui va se passer à la Maison-Blanche. Donc, évidemment, les Allemands pensent la Maison-Blanche à Washington. En réalité, c'est une mauvaise traduction qui est faite par leur service, puisque la réunion va se dérouler à Casablanca, au Maroc, et Casablanca, en espagnol, c'est Maison Blanche. Voilà. Et donc, il y a eu la confusion. Et ce jour-là, en janvier 1943, on va décider du bombardement de la ville d'Hambourg. Vous savez que Hambourg, c'est un port énorme. Je connais Hambourg, j'y suis allé plusieurs fois, notamment sur des bateaux, tout ça, quand on a fait des installations. C'est évidemment un port gigantesque. Et il décide, donc, c'est un endroit qui est capital, puisque les bateaux, aussi bien de commerce que de ravitaillement que de guerre, partent de Hambourg. Et donc, ils vont pas se limiter à bombarder le port, ça, ils auraient pu le faire. Non, l'aviation anglaise et américaine vont décider de détruire la totalité de la ville d'Hambourg, c'est-à-dire de massacrer la population civile. On est en janvier 1943, et donc c'est là où quelquefois la réalité dépasse ce qu'on pourrait imaginer au niveau de l'atrocité, au niveau de la cruauté, parce que la cruauté, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire pour arriver à ses fins. Vous voyez, on peut tuer un animal sans le faire souffrir. On peut tuer un soldat pratiquement d'une façon normale. Là, on va massacrer une population civile. Et donc, les stratèges de l'époque disent « Mais attendez, si vous bombardez la ville d'Hambourg avec des bombes au napalm, ça sera moins efficace en hiver que si vous le faites en été. » Et donc, ils vont attendre, ils vont organiser cette opération qui va s'appeler Gomorrhe, hein. L'opération Gomorrha, et ils vont programmer ça pour le mois de juillet. Et là, l'horreur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est un bombardement de la population civile, puisqu'il n'y a plus aucun soldat à Hambourg. Ils sont tous sur le front. Ils sont en Russie, ils sont en France, ils sont même en Afrique avec l'Africa Corps. Et donc, le bombardement de bombes au napalm, parce qu'il n'y a pas un Allemand sur 1000 aujourd'hui qui sait que la ville d'Hambourg a été bombardée au napalm. Alors, le napalm,
c'est une substance qui a été inventée aux États-Unis dans la célèbre université de Harvard en 1942. Ils ont mis au point cette matière qui est en fait de l'essence gélifiée par un apport de palmitate d'aluminium, et donc ça devient une pâte, et cette pâte elle a pour particularité de coller aux objets, aux vêtements, aux membres, et donc de se consumer jusqu'à la fin. Vous n'arrêtez, quand vous avez une plaque, un kilo de napalm qui vous est arrivé sur le corps, eh bien, vous pouvez rien faire à moins de le retirer, mais il va traverser les vêtements, les chairs, les os, tout. Il va s'envoler. Et donc, le bombardement va durer 10 jours. Il va y avoir des milliers d'avions qui vont survoler la ville pendant 10 jours et toute la ville est en feu parce qu'on est au mois de juillet et ce sont des bombes incendiaires et les témoins vont raconter que des enfants qui se sauvaient des immeubles qui étaient en feu, arrivaient dans la rue, étaient projetés par d'autres bombes et la chaleur à plusieurs mètres en l'air. C'est quelque chose, on a mis quelques photos dans le livre pour faire voir un peu la destruction de cette ville. Donc ça, c'est un massacre qui est quelque chose. Aujourd'hui, on parle, vous savez, de traduire Poutine devant le tribunal, un tribunal qui pourrait être l'équivalent de Nuremberg, mais c'est complètement incohérent. De toute façon, à Nuremberg, on a jugé les vaincus, mais on n'a pas jugé les criminels de guerre. Pas plus d'ailleurs qu'au procès de Tokyo, où là, on a jugé à nouveau les généraux japonais, mais pas tous ceux qui ont massacré. Alors, on va revenir, si vous voulez, sur ce massacre de la ville d'Hambourg, juillet 1943. Et en réalité, cette opération, elle a servi de répétition pour bombarder la ville de Tokyo, qui va se faire le 9 mars 1945. Et alors, à cette époque, il faut bien comprendre que l'armée japonaise n'est plus du tout en état de se battre. Il n'y a plus de défense antiaérienne, il n'y a plus d'avions capables de voler depuis le mois de février, à tel point, je l'explique dans le livre, que sur les avions, sur les bombardiers américains, on a démonté toutes les plaques de protection. Vous voyez, les blindages qui protégeaient le poste de pilotage ont été démontés et ça fait gagner quelques tonnes. Ça permet de mettre plus de bombes dans les avions. Et donc, j'ai mis des photos des bombes au napalm qui sont chargées dans les avions. Et donc, en mars 1945, alors que l'issue de la guerre ne fait plus aucun doute. Les Japonais sont complètement défaits partout. Ils vont décider de bombarder la population civile de Tokyo. Il va y avoir, dans cette capitale du Japon, plus de morts qu'à Hiroshima, plus de morts qu'à Nagasaki. Les bombes au napalm larguées sur les milliers de tonnes de bombes qui ont été larguées sur la ville de Tokyo, c'est quelque chose d'inimaginable parce qu'au Japon, les gens n'habitent pas dans des maisons en pierre, ils habitent dans des maisons qui sont faites de bois et de papier. Et donc, c'est un massacre. Les gens vont être momifiés. 183 000 morts, vous voyez, en l'espace d'une journée. C'est quelque chose d'inimaginable. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir un petit film, ce qui était fait le lendemain, où on voit des grappes de personnes qui sont agglutinées les unes contre les autres, qui sont momifiées par ce napalm. Les brûlures, c'est quelque chose qui provoque des souffrances atroces. Et à un point, c'est que, heureusement, l'être humain est ainsi fait que quand la douleur devient trop grande, eh bien, on a en quelque sorte un disjoncteur à l'intérieur, les gens s'évanouissent. Et donc, ils tombent dans un espèce de coma. Mais
malheureusement, les gens reviennent à eux quelque temps après et ils finissent par mourir parce qu'il y a des hémorragies internes, il y a des trucs. C'est une mort atroce. Et ça, il faut quand même le dire, ces bombardements au napalm se sont poursuivis après, bien sûr, au Vietnam, où là, ils en ont utilisé des quantités. Alors, beaucoup de gens, français, européens, savent qu'il y a eu des bombardements au napalm au Vietnam. Pourquoi ? Parce que la presse, qui était plutôt de gauche en France, était plutôt favorable à cette guerre qui était soutenue par l'Union soviétique au Vietnam. Mais les gens ignorent complètement le bombardement au napalm de la ville d'Hambourg, ils ignorent complètement le bombardement de la ville de Tokyo, un massacre épouvantable. Alors, on est donc en mars 1945 et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'issue de la guerre ne fait plus aucun doute. Mais néanmoins, les Américains ont fabriqué 3 bombes, 2 à l'uranium, 1 au plutonium, et ils en ont testé une dans le désert du Nevada, avec la présence de soldats américains. On a vu ce que ça donnait, donc ils connaissent le résultat, ils savent comment ça se passe. Mais on n'a pas fabriqué ça pour rien, il faudrait qu'on l'essaie en conditions réelles. Donc c'est une décision qui est prise et on décide de larguer cette bombe à Hiroshima. Et là, ils vont envoyer 3 avions, un qui transporte la bombe, un autre qui va filmer l'opération et un autre qui passe après pour continuer à faire des images. Et cette bombe, elle est programmés, largués, les avions volent à très haute altitude, et ils savent qu'il y a des effets directs. Et donc, la bombe est larguée avec un petit parachute, et elle va exploser à 450 mètres d'altitude au-dessus de Hiroshima. L'explosion va produire un champignon et surtout une grande lueur. Les gens qui ignorent tout ça, certains vont regarder cette explosion en l'air qui va faire des couleurs. Il y a même un Japonais qui raconte que c'était... Il dit, je ne devrais pas dire ça, mais je dois reconnaître que c'était très beau. On passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, il a regardé et malheureusement, il est devenu aveugle, hein, parce que c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Et donc, il y a eu cette explosion. Évidemment, tous ceux qui étaient dessous ont été tués par la chaleur, par le souffle, tous les effets directs des explosions nucléaires. C'était une puissance de 16 kilotonnes et elle a fait... tous ceux qui étaient dans la ville sont morts. Et chose, là tout le monde le sait, mais chose que les gens ignorent, c'est que, surtout la population, mais les militaires américains le savaient, cette ville étant fortement irradiée, il fallait attendre un délai avant de se rendre dans les rues. Ils n'ont pas informé la population qui habitait aux alentours. Ce qui fait que beaucoup de Japonais qui habitaient à 10 km, à 15 km de là, eh bien, ils avaient de la famille à Hiroshima ou des amis, et le lendemain, ils se sont rendus dans cette ville. Ils ont marché au milieu des rues, ils ont passé des fois 2 ou 3 heures, et forcément, ils ont accumulé une dose phénoménale de rayonnement gamma, et quelque temps plus tard, les Américains, 3 semaines après, pas idiots, ils savent bien qu'il faut attendre un délai de 15 jours, donc 3 semaines après, on envoie des équipes de journalistes, on envoie des équipes pour faire l'enquête. Et là, il y a un journaliste qui va raconter qu'ils sont d'abord époustouflés par les dégâts causés par une seule bombe. Vous voyez, toute une ville qui est anéantie, détruite par une seule bombe. Et ils vont dire, curieusement, on constate que 3 semaines après, les gens meurent d'une maladie dont on ne connaît pas l'origine
et que l'on va appeler la peste atomique. Vous voyez, ils vont appeler ça comme ça, parce qu'ils ne savent pas que le rayonnement gamma est en train de détruire les globules blancs des personnes, est en train de détruire leurs tissus. Et on va voir des gens dont la chair et la peau se détachent de leur squelette. Vous voyez, c'est l'effet du rayonnement gamma, arrivé à une certaine dose, arrivé à 1000 ou 1200 ou 1500 rad, vous voyez, cumulés. Et donc, dans mon livre, je cite notamment un passage qui est, que vous auriez pu lire d'ailleurs, c'est la description qui est faite par un médecin japonais qui lui-même était en dehors de la ville et qui est venu après pour soigner des personnes, et il décrit tous les symptômes de ce rayonnement gamma qui se fait. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Mais bon, en tout cas, ça va être... Beaucoup de personnes sont mortes des effets indirects qui auraient pu rester en très bonne santé si on l'avait simplement informé, ne venez pas dans cette ville avant 15 jours, le temps que le rayonnement gamma devienne supportable. Et ça, ils s'en sont passés. Et puis, il y a eu d'autres choses qui se sont accumulées, que je raconte également, c'est que tous ces gens qui ont été à la périphérie, qui ont eu des brûlures, qui ont eu du rayonnement, eh bien, les Américains ont construit à Hiroshima un hôpital. Un hôpital, comme le disent les femmes qui ont été examinées, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'hommes, les hommes étaient au front, et elles racontent que ce n'était pas un hôpital pour soigner les gens. C'était un hôpital où ils venaient une fois par an. Donc il y avait une commission de docteurs et d'interprètes qui se mettaient derrière des grandes tables et puis qui demandaient aux personnes qui avaient été irradiées de venir pour les examiner. Et donc les femmes subissaient l'humiliation de devoir se mettre à nu devant ces médecins américains qui leur posaient des questions à travers les interprètes. Et puis, ils examinaient le dos, les mains, ils posaient des questions. Et ils revenaient l'année d'après, mais aucun soin n'était prodigué aux victimes. On a voulu suivre pendant 10 ans l'évolution des conséquences du rayonnement gamma. Voilà le truc. Donc ça aussi, je considère que ça fait partie des atrocités qui ont été commises parce qu'on aurait pu faire quelque chose pour ces personnes. Donc, il y a eu Hiroshima. Après, comme ils avaient fabriqué une bombe au plutonium, on voulait voir la différence. La différence, c'est qu'à Hiroshima, c'était 16 kilotonnes, et là, à Nagasaki, c'était 24, 50% de plus. En réalité, à Nagasaki, il y a eu moins de morts parce que la ville est dans une cuvette, et donc le rayonnement, les effets directs de la bombe ont été limités par la forme de cette ville et de son environnement. Donc, dans votre livre, vous parlez de cette opération qui a eu lieu, donc on appelle l'agent orange, qui a duré pendant des mois, et donc d'un puissant liquide désherbant, herbicide, qui a été épandu par des avions et qui a eu des conséquences énormes sur la population civile. Ce passage dans votre livre m'a énormément interpellée. Et j'aimerais justement que vous rentriez un petit peu plus en détail sur les conséquences que cela peut avoir, que ça a eu sur la population civile et encore de nos jours, puisque sur les naissances, il y a d'énormes séquelles. Oui, alors effectivement, au Vietnam, là on a eu un petit peu plus d'informations parce que la presse américaine, il y avait beaucoup d'opposition aux États-Unis, ils ont effectivement parler des bombardements avec des bombes au napalm. Il y en a eu beaucoup au Vietnam de bombes au napalm. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a eu effectivement l'utilisation, alors avec des méthodes qui relèvent en fait non plus des méthodes militaires, mais des méthodes de l'agriculture. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ils ont équipé des avions comme des avions d'épandage quand on traite l'agriculture. Et donc,
ces avions épandeurs, il y a eu les bombardiers, mais il y a eu les avions épandeurs, ont arrosé, en quelque sorte, des villages, des endroits où les gens vivaient, avec l'agent orange. L'agent orange, fabriqué par la société Monsanto, hein, devenue célèbre avec le glyphosate, qui en a tué aussi pas mal, là, avec cette saloperie de produits, et fabriqué également par Dow Chemical. Donc 2 sociétés américaines cotées en bourse, ce qui fait que ces crimes ont profité à beaucoup d'Américains, puisque tous les Américains dans le peuple aiment bien acheter des actions. Là, la bourse, c'est quelque chose qui est très très populaire aux États-Unis. Ils se font leur retraite avec la plus-value des actions. Et comme il y a toujours quelqu'un le lendemain qui est prêt à payer un peu plus le montant de l'action, et forcément, quand vous êtes au courant que des sociétés comme Monsanto ou Dow Chemical vont fabriquer des millions de litres de produits d'herbicides pour tuer des personnes au Vietnam, bah, la cote de l'action va monter. Donc là, il y a des gens qui investissent. Vous voyez un peu, c'est le côté sordide de ce système d'action. Et donc, au Vietnam, ils ont transporté 90 millions de litres de cet agent orange, hein, qui a été répandu, plus que d'habitants au Vietnam à cette époque-là, et ils en ont répandu pendant des mois. Et donc, 20 ans plus tard, on continue à avoir des conséquences terribles de cet agent orange, puisque des enfants sont nés immédiatement après avec des malformations. Et donc, 20 ans plus tard, on met dans notre livre quelques photos. J'ai limité le nombre parce que c'est tellement atroce de voir ces enfants qui sont difformes, auxquels il manque des bras ou qu'ils ont des têtes déformées ou il manque les mains, etc. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, les parents de ces victimes ont intenté une action en justice devant la justice américaine. Et la justice américaine a eu le culot de leur répondre que pour prétendre à des indemnisations, il faut avoir la citoyenneté américaine. Voilà ce qui a été répondu aux Vietnamiens qui présentaient collectivement une demande d'indemnisation pour, on parle quand même de 250 000 naissances d'enfants qui sont anormaux, qui sont abîmés par ce truc, par ce produit. Donc voilà, ça, et tout ça est passé sous silence par nos médias, hein, qui sont complètement colonisés dans l'esprit par l'influence américaine, surtout à travers l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est la colonie vraiment des États-Unis. Ça, c'est un truc... Bon, voilà, on en reparlera sûrement dans un autre passage. J'ai fait un chapitre là-dessus, sur l'Union européenne. Mais restons sur les atrocités. Alors du Vietnam, où on a vu le résultat, hein, le départ de l'armée américaine avec la queue entre les jambes et en train de monter des grappes sur les hélicoptères qui fuient. Ils ont laissé tomber le gouvernement qu'ils avaient mis en place au Sud-Vietnam, comme ils ont laissé tomber d'ailleurs Karzai en Afghanistan quelques années plus tard. Et comme ça risque de se passer en Ukraine, où ils risquent, à mon avis, de laisser tomber le Zelensky, au moment où tout va aller mal, hop, ils vont partir. Voilà. Donc, mais là, au Vietnam, ça a été filmé. On a des images parce que, dans le fond, on a plus d'informations par les journalistes américains que par les journalistes français, parce qu'en ce moment, c'est la propagande pro-ukrainienne à tous les étages. Hein, là, si vous avez, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Heureusement qu'il y a quelques journalistes indépendants américains qui nous communiquent des informations à travers des militaires. Autrement, c'est vraiment des supporters. Ils se comportent comme des supporters d'une équipe de foot. Vous voyez, les journalistes français. Ça vaut pas plus que ça. Hein. Les journalistes français, c'est vraiment des supporters d'une équipe de foot. On les met sur un truc et puis voilà, ils sont là. Allez, l'Ukraine, et voilà le truc. Bon, mais c'est un truc de fou. Mais pour revenir à au Vietnam, ça s'est pas arrêté là.
après le Vietnam, on a eu, bien sûr, le 11 septembre et l'opération que je raconte en détail, donc l'invasion de l'Irak, la guerre en Irak. Mais avant cette guerre en Irak, il y a eu quelque chose qui est assez croustillant. Vous avez, je raconte tous les détails de l'évolution. Quelquefois, vous savez, il y a des personnages qui apparaissent et on se dit, celui-là, ça va être un très bon client. Et en l'occurrence, à l'époque, je regardais bien sûr CNN et d'autres, et j'ai vu en quelque sorte l'apparition de Donald Rumsfeld. Avec George Bush senior, j'ai dit, ces deux-là sont vraiment hors normes. Et de fait, quand on regarde la carrière de Donald Rumsfeld, qui est passé en 1962, il est élu représentant à la Chambre des représentants, il va alterner constamment des postes à un haut niveau politique et des postes à la tête des grandes sociétés. Et donc, j'explique tout ça dans le détail, comment il va faire la promotion de certains produits fabriqués par des grandes sociétés, des grands groupes qui l'emploient, la société Pearl qui va devenir plus tard Pfizer, vous voyez, donc tout est lié, et donc avec le Covid, tout. Et comment il va être envoyé au Moyen-Orient pour être l'ambassadeur des États-Unis et donc en quelque sorte le faiseur de guerre. Il va rendre visite à Saddam Hussein, donc j'explique les détails, et à ce moment-là, on est, si vous voulez, en pleine guerre entre l'Irak et l'Iran. Cette guerre qui a été d'ailleurs organisée, préparée par le lobby pro-israélien aux États-Unis. Parce que, évidemment, l'ennemi tout proche, c'était l'Irak, et en faisant battre l'Irak avec l'Iran, ils étaient tranquilles, ils s'assuraient quelques années de tranquillité, c'est ce qu'ils ont fait. Et on a pu voir, d'ailleurs, c'était assez extraordinaire, vous aviez des avions qui décollaient tous les jours de Tel Aviv pour apporter du matériel en Iran, et puis les sociétés françaises qui fournissaient du matériel à l'Irak, et les Américains aussi à l'Irak. Donc les deux, ils étaient en compétition, mais vous voyez, c'était pour la bonne cause en quelque sorte. Et alors Donald Rumsfeld rend visite à Saddam Hussein et lui dit « Vous n'y arriverez pas. Ils sont trop nombreux. Il faut utiliser des armes chimiques. Et des armes chimiques, nous, on peut vous fournir le matériel pour les fabriquer. On peut même vous fournir les produits. » Ce qu'ils ont fait. Il y a eu une vingtaine de sociétés américaines qui ont vendu aux Irakiens les équipements pour fabriquer des armes chimiques et des entreprises, des sociétés allemandes qui ont fourni les produits de base. Et donc, quand quelques années plus tard, on nous raconte la fable, vous savez, Colin Powell qui nous sort la petite fiole de l'anthrax qui fait voir à l'Assemblée de l'ONU que cette petite quantité peut tuer des milliers de personnes, alors qu'ils savent très bien que c'est eux qui ont fourni les usines clés en main pour fabriquer les produits chimiques qui ont été utilisés contre les Iraniens dans cette région du sud où il y a des marécages. Ils en ont utilisé des quantités. Ils en ont même utilisé contre les Kurdes à un moment. Donc voilà un peu l'hypocrisie, si vous voulez, du monde dans lequel on vit et dans lequel on nous raconte à chaque fois des histoires. L'opinion est fabriquée par le cinéma, par les médias, et pas du tout dans la réalité. Donc le dessous des cartes, oui, tout ça, je l'explique. Alors évidemment, ça dérange beaucoup de monde quand j'explique tout ça, parce que je donne des éléments précis, concrets, des dates et tout. Donc voilà un petit peu sur ce chapitre sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui fait un chapitre qui fait 19 pages, et qui aurait dû normalement être beaucoup d'informations que j'ai divulguées auraient dû passer dans les médias français ou européens. Ce qui est étonnant, c'est comment les Allemands qui ont été, il y a eu quand même
170 villes en Allemagne qui ont été détruites par les bombardements américains, des villes où la population, il n'y avait que des civils. Et comment aujourd'hui les Allemands se comportent vis-à-vis des Américains, mais ils sont complètement soumis. C'est quelque chose d'incroyable, aucune dignité, vous voyez rien. Les Japonais, pareil, non seulement ils ont adopté l'économie américaine, mais ils ont adopté la culture. Ils ont renié leur culture, les Japonais. Maintenant, ils sont tous pour le cinéma américain, les chansons américaines, etc. Ils les ont colonisés complètement. Et nous, évidemment, en tête de liste, nous, on est complètement sous... on a oublié notre propre culture et on nous sert maintenant les séries américaines à la télévision, etc. Enfin, c'est consternant tout ça. Voilà. Donc, Monsieur Chevrier, je vous remercie de cet entretien, d'avoir pu évoquer cette omerta de la presse, des médias sur toutes les atrocités qui ont été commises lors de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à votre livre, donc, vous évoquez tous ces points et encore aujourd'hui, je pense que vous avez encore certainement un petit peu de mal à pouvoir diffuser vos informations de façon à protéger la population civile en cas de guerre nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas tous les résultats escomptés par rapport à la diffusion de votre livre et surtout les informations contenues dans ce livre, notamment en termes de médias, sur des plateaux, sur des articles rédactionnels, à part Afrique Média, qui donc vous a donné la possibilité de faire une émission de grande audience qui a été diffusée également sur YouTube et sur de nombreux réseaux sociaux. Donc, je vous invite, nous allons nous retrouver, je pense, très prochainement, dans quelques semaines, lors d'une nouvelle émission, où nous parlerons de nouveaux chapitres de votre livre, de façon à informer la population civile en cas de guerre nucléaire. Merci.